La planche. La planche. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans La Planche, Tu vois la planche comme les planches de bande dessinée. le podcast qui explore les profondeurs du métier d'auteur et d'autrice de bande dessinée. Une production du musée de la BD de Bruxelles. Je m'appelle Ronan Chabra, Bonjour. jeune auteur en herbe. J'adore poser et me poser des questions. Qui suis-je? Où vais-je? Mais tais-toi, toi. J'ai eu la chance et l'honneur de pouvoir m'entretenir avec plusieurs auteurs et autrices de bande dessinée afin de leur poser des questions et d'explorer avec eux les méandres de la création. Dans cet épisode, c'est avec la compagnie de scénaristes de bande dessinée que j'explore les coulisses de leur métier. Scénarisme. Comment devient-on scénariste de bande dessinée? Oui, comment? Comment se mettre en condition d'écriture? Petite méditation, petit yoga et c'est parti. Mais tais-toi, toi. La perception du métier a-t-elle beaucoup évolué ces dernières années? C'est une bonne situation, ça, scénariste? Vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou mauvaises situations dramatiques. Il y a un climax, il y a le premier acte. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonne écoute! On y va? Allons-y. J'ai fait mes premiers albums chez Casterman dans une collection jeunesse, où là, c'était encore des petits albums de 30 pages. Et lorsque je suis arrivé avec mon synopsis et que le contrat était signé, là, je me suis dit, comment je vais faire? Écrire 30 pages, j'ai jamais écrit 30 pages. Jean-Luc Cornette, scénariste entre autres des bandes dessinées Audrey Hepburn et Mickey et les Mille Pattes. Alors, ça me fait rire aujourd'hui parce que c'était il y a presque 30 ans et que maintenant les formats ont augmenté. Et là, je suis en train de terminer une BD de 160 pages et je me sens à l'étroit. Je me dis, il m'aurait fallu 100 pages de plus. Alors que mon premier bouquin, il faisait que 30 pages et je me dis, mais comment je vais les remplir? Alors j'ai commencé à prendre des notes, à faire des petits dessins, à les découper, à les répartir sur le sol, à les coller à droite à gauche. J'ai essayé de monter ça, de structurer, mais ça devenait du bricolage, mais je m'en suis sorti. Puis j'ai fait 3 livres, 3 BD de 30 pages seul. Et puis j'ai écrit une histoire, passée aux 46 pages, pour un ami, et puis pour un deuxième, et ça m'a plu. Et j'ai commencé à pas comprendre comment on écrit un scénario. Enfin, c'est très... Je ne sais pas trop le définir. Je pense que c'est fort instinctif, mais c'est instinctif après avoir beaucoup lu, beaucoup regardé de films, lu de romans. Et donc, je structure beaucoup, mais je saurais beaucoup plus facilement dire, selon moi, tout ce qu'il ne faut pas faire dans un scénario plutôt que tout ce qu'il faut faire. Je n'ai pas une théorie précise, mais je pense que quand je me mets face à mon ordinateur, je sais comment on écrit un scénario. On avait des cours de scénario à Saint-Luc, mais à l'époque, le prof de scénario était intéressé par le cinéma et absolument pas par la bande dessinée, et nous faisait regarder des films, il analysait un peu comment c'était construit, mais on n'a pas appris réellement à écrire du scénario de bande dessinée avec lui. Par contre, quand on était dans les ateliers où on faisait les planches, là, c'est les profs de bande dessinée qui relisaient, qui nous aiguillaient un peu, qui nous aidaient, mais j'ai pas eu l'impression réellement d'avoir des cours de scénario. Je pense que c'est plus venu de moi-même, de mes lectures, de mes réflexions, en grandissant, puis en causant avec les copains. Enfin, pour moi, je pense que j'ai appris des choses, évidemment, à Saint-Luc, évidemment, mais j'en ai appris autant avec les copains et le fait de travailler ensemble, de se passer nos pages, de regarder ce que faisaient les autres, qu'avec les profs. Et donc, je pense que la meilleure façon d'apprendre, c'est de pratiquer, c'est de travailler tout le temps. Et à chaque fois, on s'améliore un peu. Enfin, espérons qu'on s'améliore un peu. Mais j'ai pas lu de livre sur le scénario. J'en parlais récemment avec Matteo, qui est un dessinateur italien avec qui je viens de travailler. On vient de sortir un album ensemble. Et lui-même est prof à Venise de bande dessinée. Et il a un élève francophone. Et il m'a demandé quels sont les livres les plus conseillés pour étudier le scénario, les livres en français. Et je prenais 2-3 livres dont j'ai entendu parler, donc je lui ai dit, voilà, ceux-là, on en parle beaucoup.
entre autres la méthode de Lavandier, qui est très connue, enfin, qui est plus au départ pour le cinéma, mais qui va aussi pour la bande dessinée. Mais moi-même, je n'ai jamais lu. Et le temps que tu mets pour écrire un scénario est très variable d'un projet à l'autre, ou tu dirais qu'il y a un temps un peu moyen que tu mets? Je mets du temps, hein. Je suis pas rapide. Hein. Si je fais 2 bouquins par an, c'est bien, mais ouais, je mets du temps, mais c'est difficile à dire parce que on est tout le temps sur d'autres choses en parallèle. Et évidemment, avant, il y avait les séries. Maintenant, il n'y a plus grand monde qui fait de la série. Beaucoup de personnes comme moi ne font plus que du one-shot. Et donc, le one-shot, donc, c'est un album. Mais quand je suis au début, voire au milieu de l'album, je sais que j'aurai plus de boulot quand j'aurai fini mon album. Et je ne peux pas rester sans boulot. Donc, ça veut dire que à peine que j'ai commencé un nouveau livre, je dois déjà travailler sur un futur projet, essayer de trouver un dessinateur, de le proposer à un éditeur pour pouvoir enchaîner sur un autre projet dès que j'ai fini celui qui est en cours. Donc, il y a comme ça ces projets qui se superposent tout le temps. Et ce qui fait que je ne sais vraiment pas dire combien de temps me prend un scénario, mais c'est pas un mois, quoi. Hein. Je passe de nombreux mois dessus. Ce qui fait que du coup, tu as toujours plusieurs scénarios alors, sur lesquels tu travailles en même temps. Oui. Mais qui sont souvent donc à des niveaux différents d'avancement. D'avancement, voilà. Il y en a où c'est juste une idée, un autre où j'ai commencé à prendre quelques notes, un où le synopsis est écrit, puis un ou deux autres que je suis en train de découper. Donc voilà. Ah, oui. Avant, je gérais ça mieux. Quand je savais vraiment écrire un livre complet et le donner au dessinateur terminé. Mais aussi, je travaillais sur des 46 pages. Maintenant, voilà, je signe un contrat pour faire un album de 160 pages. Je n'ai pas le temps d'écrire les 160 pages avant que la dessinatrice se mette au boulot. Donc, je commence par lui écrire 20 pages, et elle se met à travailler. Pendant ce temps-là, j'écris les 20 suivantes, et ainsi de suite. Et avant ça, il y a, je suppose, un synopsis, alors, pour donner une vision de Oui, la direction donc, générale. En fait, moi, je fais un synopsis qui est plus long que la plupart, parce que les éditeurs, ils n'aiment pas lire trop long, parce qu'ils en reçoivent tellement. Et s'ils ont 1 page et demie, ils sont contents. 3 pages, ça va, mais ils soupirent un peu. Alors moi, je fais des synopsis de 12 pages, et ça les rend fous. Ah oui, là, ils s'arrachent les cheveux. Oui. Normalement, ils ne les lisent pas, mais bon, je commence un peu à les connaître, donc pour moi, ils le font. Ah oui, c'est ceux qui te connaissent. Oui, c'est un privilège après quelques années de travail. Et une fois qu'on est d'accord sur le synopsis, alors je fais ce que j'appelle un séquencier. Donc là, je le redécoupe en petits morceaux et j'écris vraiment toutes les séquences, donc toutes les actions qui vont se passer, les unes derrière les autres, chaque fois sous forme de 3 à 4 phrases. Et il peut y avoir, je sais pas moi, 150 séquences différentes, vraiment. Donc là, ça reprend nouveau, là, ça peut prendre 25-30 pages. Et une fois que j'ai terminé ça, selon le nombre de pages qu'on a décidé avec l'éditeur, j'estime la taille de chaque séquence. Donc c'est le seul moment où je travaille plus sur l'ordi, parce que sinon je tape tout sur mon Mac. Là, c'est le seul moment où j'imprime. Et avec un crayon, je mets page 1, page 2, page 3 et 4, page 4 et demi, puis page 5, un strip et tout. Et puis j'arrive au bout et je suis à page, je sais pas moi, 220 alors que je dois en faire 160. Donc je me dis, ouf, alors qu'est-ce que je vais raccourcir ou carrément couper Et puis je gomme mes petits chiffres et j'en remets d'autres et j'essaie de tomber pile poil. Et je suis obligé et puis j'y arrive. Donc... Voilà, c'est comme ça. J'ai toujours trop. Hein. C'est rare quand j'ai pas assez. Ah oui, donc tu as toujours une idée du nombre de pages alors que va faire un scénario. Ah oui, bah c'est impératif pour l'éditeur parce que lui, déjà, il paye le papier, donc c'est pas la même chose s'il y a 40 pages de différence. Il calcule le coût du livre au moment de signer le contrat, donc avec ce qu'ils vont donner aux auteurs et ce que va coûter l'impression. Donc ça, on ne doit pas trop en dévier, normalement. Puis aussi, par rapport au dessinateur ou à la dessinatrice, c'est pas la même chose si je dis, bon, allez, on commence, puis on verra bien si tu dessines 120 ou 220 pages. Non, il faut que lui s'organise, que ça soit clair. Lui ou elle s'organise aussi, bien sûr, oui. Et se projette.
Sur ta journée type, je ne sais pas si toi, en tant que scénariste, tu as une journée type de travail avec des horaires précises, par exemple, ou des rituels et habitudes pour te mettre en condition de travail. Je travaille parfois le matin, parfois l'après-midi. Je travaille jamais la nuit. Je fais pas des journées énormes parce que je trouve que ça demande une concentration énorme. Par contre, très souvent, je travaille 7 jours par semaine, mais je fais Tous les pas. jours, Oui, ouais. oui, mais je fais pas des horaires gigantesques parce que je suis vite épuisé de tout ce qui tourne dans ma tête. Surtout, depuis une dizaine d'années, je fais beaucoup de scénarios extrêmement documentés. Donc, je dois bosser avec plein de livres autour de moi que je dois consulter, retrouver les passages, regarder un extrait de film, tout ça. Donc, je trouve que c'est assez épuisant, mais j'ai vraiment pas d'horaire. Je sais quand je dois rendre mes pages, quand est-ce que le dessinateur en a besoin ou l'éditeur, et puis je m'arrange pour planter personne. C'est surtout ça, ma motivation horaire. Quand j'écris un scénario, je reprends une sorte de rituel. Je me lève assez tôt, j'écris plutôt le matin, toute la matinée, avant de m'occuper de tout le reste. Et puis je vis le reste de ma vie l'après-midi et le soir. En gros, c'est ça. Ouais. Philippe de Pierrepont, scénariste entre autres de la bande dessinée Paysage après la bataille et réalisateur du film Welcome Home. Je me lève tôt le matin, je bosse jusqu'à midi, 1h. Et puis voilà, je clôture, je reprends le lendemain. Et c'est une discipline assez simple, agréable et banale en fait. J'écris sur la table de la cuisine, et voilà. Ou dans le train, ou là où je suis en fait, quoi. Ou dans une chambre d'hôtel, ou dans un café, n'importe. Tu ressens pas le besoin d'être dans un lieu précis pour l'écriture? Non, pas du tout, non. Il y a une bulle qui se forme autour de moi, et très vite. Et, je peux écrire n'importe où. L'important, c'est plutôt d'écrire le matin, quoi. Avant que toute la vie vienne m'emboucaner, me contaminer. Ah oui, parce que le matin, tu as l'esprit plus clair alors, on peut dire? Oui, et puis il y a tout le rituel, si c'est possible, du réveil lent où le monde de la nuit ne se perd pas complètement et où l'imaginaire nocturne se mélange à l'imaginaire diurne. Et je passe de l'un à l'autre juste avec une tasse de café, et hop, je suis parti, et c'est pas mal. Combien de temps prennent à peu près tes scénarios à être écrits? Est-ce qu'il y a plus ou moins une constance? Non, il n'y a aucune constance. Il y en a qui ont été écrits en 3 jours. Je les retravaille quand même un peu après, hein, mais c'est une sorte de flux direct, et ça part. Et là, je travaille pas que le matin, je travaille tout le temps, quoi. C'est parti, et la nuit aussi. Et d'autres qui peuvent prendre parfois 1 an et demi, parfois plus parce que je les abandonne et je les reprends. Parfois, il y en a qui sont très peu réécrits, et d'autres qui sont réécrits, je sais pas moi, 17 fois. Et là, il n'y a pas de règle. Je pense que c'est dû à la difficulté que j'ai soit de maîtriser le truc, soit l'angle d'attaque qui reste flou, et je ne sais pas pourquoi il reste flou, pour des raisons complètement inconnues, évidemment, qu'on ne peut pas connaître, sinon on les résoudrait tout de suite. Voilà. Donc il n'y a pas de règle. Est-ce que tu écris plusieurs scénarios en même temps? Ou quand tu en écris, c'est seulement un et un seul?
C'est toujours un et un seul. Ça m'arrive d'avoir des idées de nouveaux scénarios pendant que j'écris un scénario, ou des envies, ou de me documenter sur un autre scénario futur. Mais l'écriture, non. J'écris un scénario à la fois. Et d'ailleurs, parfois, c'est le scénario suivant qui contamine, à venir, que je n'ai pas écrit, qui contamine déjà celui que j'écris, parce que comme j'y pense ou que je me documente, parfois ça contamine sans que je m'en rende compte tout de suite l'écriture du scénario qui vient, mais l'écriture proprement dite, c'est un à la fois. Toi, comment tu t'es formé à l'écriture de scénario ? Ma formation académique, c'est histoire de l'art. Je suis prof d'histoire de l'art en art contemporain. Donc j'ai surtout une formation de lecture de l'image, en gros, de lecture de l'image artistique. La peinture, la sculpture, la gravure. J'ai une grosse formation là-dedans. Et de réflexion sur l'histoire de l'art et donc sur l'image, quoi. Mais j'ai pas eu de cours ou j'ai pas suivi d'atelier d'écriture. C'est venu en autodidacte d'un besoin, d'une nécessité, d'un besoin irrépressible de raconter. Il fallait que je raconte. Et c'est en écrivant, j'ai jeté quand même beaucoup de scénarios, c'est en écrivant que j'ai appris. Enfin, en écrivant, en analysant les scénarios des autres. L'analyse critique des autres scénarios m'a quand même beaucoup aidé à accélérer ma formation, parce que si ça n'avait été que par suite d'essais-erreurs personnels, ça aurait pris pas mal de temps quand même. Je pense que c'était pas plus mal en fait que j'avais aucune base en scénario, parce que peut-être que ça m'aurait enfermée dans des méthodes toutes faites qui étaient peut-être pas adéquates à moi, à mon fonctionnement. Céline Frépon, scénariste entre autres de la série Petit Poilu et de la bande dessinée Le Muret. Et pour Petit Poilu, ça aurait sans doute été encore davantage un handicap, puisque là, il y avait ce truc d'histoire sans mots, et donc j'ai tout inventé à ma façon, avec mon feeling, ma façon de faire, et c'est d'abord plus léger pour moi, parce que en général, je suis assez autodidacte de manière générale, j'aime bien apprendre par moi-même, même si ça met plus de temps, parce que du coup, ça fonctionne beaucoup par essai-erreur, parce qu'on doit essayer pour comprendre qu'en fait, ça va pas, alors que si on avait un enseignant, quelqu'un qui nous apprend, il pourrait déjà nous aiguiller en disant « Tu sais, si tu vas par là, je crois que tu vas te tromper ». Mais je pense que c'est nécessaire de se tromper. On intègre, à mon avis, mieux les choses qui nous conviennent ou qui nous conviennent pas. Je pense que ça se fait de manière plus légère aussi, moins rébarbative et complètement dans le feeling et du coup, dans l'émotion, je pense. Il y a quelque chose de... On s'écoute en fait plus en tant que créateur d'histoire quand on fait à sa sauce, à sa façon. Souvent quand je parle avec des jeunes qui me demandent comment t'en es arrivé là et tout ça, et qui sont eux-mêmes dans des études ou qui essayent d'écrire des histoires, je leur dis souvent d'essayer de lâcher prise en fait sur ce qu'ils ont appris ou sur ce qu'ils imaginent, comment ils doivent faire. Il faut vraiment essayer de se laisser aller et de s'écouter dans les processus qui viennent tout seuls. Parce que souvent, c'est ceux-là qui sont les bons. Après, c'est pas pour ça qu'on se trompe pas, hein. Parfois, on fait un chemin dans un processus, on se rend compte qu'en fait, ça va pas aller comme ça, donc c'est pas grave, on fait marche arrière, on prend une autre direction. Et c'est toute cette recherche-là qui est super intéressante et super riche, quoi. Parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire, si par exemple on a une méthode
d'emblée, Mhm. et qu'elle ne vient pas de nous, peut-être qu'on ne sait pas vraiment pourquoi on le fait, et que du coup on peut Exactement. manquer de... On sait pas de- pourquoi on le fait, de vérité. exactement. Ouais. Et puis je pense qu'on a en nous, on est tous très différents, quoi. Et il y a des choses qui vont vibrer chez une personne et pas du tout chez d'autres, et voire même parfois étouffer la créativité. Mm. Donc les méthodes toutes faites, elles me font peur un peu pour ça. Voilà, je pense qu'elles peuvent faire plus de tort que de bien et donner l'impression à quelqu'un qu'il n'est pas capable, en fait, que c'est pas pour lui. Ouais, mais en fait non, moi je sais pas écrire des histoires, en fait j'y arrive pas parce qu'en fait il veut rentrer dans un carcan, etc. Et ça devient tellement poussif et tellement laborieux qu'on se décourage parce que c'est chiant en fait, tu vois. Alors que quand tu fais toi-même ton truc et que tu essayes de t'amuser, de trouver des voix qui te font vibrer, qui te mettent dans une espèce d'excitation intérieure, créative, bah, pour moi en tout cas, mais c'est vraiment mon avis personnel, il y a plus de chances d'arriver à du résultat. Voilà. Voilà. Je me lève tôt en général, donc je démarre la journée tôt. Et en général, à 9h, je suis sur mes histoires. Bah là, mon cerveau est beaucoup plus frais le matin. Je sais qu'il y a des gens qui ont plutôt du mal à émerger et que c'est plutôt le brouillard les premières heures de la journée. Moi, c'est l'inverse, quoi. C'est tout limpide dans ma tête, donc j'ai toute mon énergie aussi à ce moment-là. Souvent, après l'après-midi, le début d'après-midi, c'est un peu flottant. Là, j'ai envie de rien faire, j'ai un peu des coups de mou, je crois que c'est la digestion. Comme tout le monde, en fait, on ne devrait pas travailler à ces heures-là, mais donc là, j'ai vraiment des coups de mou. Et souvent, vers 3h30, 4h, comme ça remonte. Et alors, jusque 6h, mais j'essaie de ne pas travailler non plus comme une dingue toute la journée, parce que d'abord, j'ai pas envie. Parce que je trouve que ça ne va pas de travailler tout le temps comme ça. Et puis parce qu'il faut laisser au cerveau, surtout quand tu fais des trucs créatifs comme ça, c'est assez énergivore en fait. Hein. Ton cerveau, il fonctionne à du 100 à l'heure, quoi. Surtout que moi, j'ai le visuel qui me vient tout le temps. Donc non seulement je dois réfléchir à mon histoire, à comment l'articuler, etc., mais j'ai aussi toutes ces images qui me viennent en tête et je dois en plus dessiner un peu parallèlement et tout ça. Donc c'est assez fatigant parfois, quoi. Évidemment, plus j'avance en âge, plus c'est fatigant. En ce qui concerne mes lieux de travail, je bouge beaucoup, quoi. J'aime bien changer de pièce. Et souvent, c'est vrai que j'ai remarqué que je vais souvent dans les pièces lumineuses de la maison. Et ça dépend un peu des saisons et tout ça. Donc souvent, en fonction de... La pièce me semble bien lumineuse, alors je m'installe là. Mais parfois, je suis assise dans un canapé avec mon bloc sur mes genoux. Hein. Par contre, quand je fais du découpage et que là, je suis avec ce truc d'avoir mes ciseaux, ma colle et tout, là, je suis à une table, j'ai besoin de beaucoup de place autour de moi parce qu'il y a beaucoup de bazar. Du coup, il y a tout qui s'amoncelle et ça commence à s'étendre. Et puis il y a beaucoup de crasse, il y a beaucoup de petits bouts de papier partout qui tombent par terre et tout. Donc là, j'ai besoin quand même de plus de place. Là, c'est plus localisé. Ouais, c'est plus localisé. Mais sinon, je peux même écrire dans mon lit, hein, si je veux. Je fais pas ça parce que je trouve que c'est un peu soporifique. Mais ça m'est déjà arrivé en étant un peu malade ou quoi. Mais je dois quand même avancer un peu sur ce que j'ai fait. Tu vois, c'est pratique ça, le métier de scénariste. Par contre, j'utilise pas d'ordi, quoi. Ah oui, je travaille à la main, je travaille en écrivant dans un carnet. J'ai déjà testé d'écrire sur mon ordi, mais ça... Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ce lien entre mon crayon et mon cerveau, il est nécessaire, quoi. J'ai besoin que ça passe par mon épaule, mon bras, mes doigts, et que ça aille dans mon crayon. Enfin, je ne sais pas si c'est... Enfin, c'est comme ça. Alors moi, c'est vrai que ma manière de travailler, c'est que quand je suis vraiment... je fais toujours plusieurs étapes. Donc même quand j'écris un synopsis, je l'écris d'abord à la main, donc je travaille au stylo. Denis Lapierre, scénariste entre autres de la bande dessinée Le Fossoir et repreneur de la série Michel Vaillant. Parce que le stylo et l'encre, je me suis acheté un très très bon stylo avec de la très bonne encre et ça glisse tout seul. Donc c'est vraiment super agréable. Il y a vraiment un côté... plaisir physique à glisser l'encre sur le papier comme ça. Moi, j'adore dans des carnets, j'adore ça. Et puis après, je reprends à l'ordinateur.
pour communiquer. Donc, et à ce moment-là, c'est comme je faisais un peu un crayonné et un ancrage, c'est-à-dire que tout est là, mais quand je le reprends à l'ordinateur, je rajoute, je corrige, je fais des... Et puis c'est la même chose quand je dois faire le découpage, je fais tout d'abord dans des carnets pour essayer de visualiser vraiment. C'est important pour moi de visualiser la page, la double page même. Et après, je la repasse à l'ordinateur pour la communiquer à tout le monde. Et là, encore une fois, je finalise, je rajoute les détails. Alors, Non, je réécris. C'est-à-dire que je travaille au stylo dans des carnets, et puis après, je prends mon ordinateur et je retape tout à l'ordi. Et ce moment où je retape tout me fait retravailler le truc, me fait améliorer les choses, Donc c'est vraiment crayonné ancrage. C'est vraiment un peu le même principe. Je finalise et tout, et j'utilise 2 instruments différents. Donc je suis incapable d'écrire directement à l'ordi, par exemple. Pour moi, c'est impossible. J'aime pas ça, parce que, je sais pas, moi j'ai besoin de visualiser, et je peux parfois, dans mes carnets, je vois la page, je fais des découpages, j'essaye de faire des mini-stories, rien que pour moi, pour voir si ça marche, ce que je demande au dessinateur. Je peux pas faire ça à l'ordi. Je peux changer d'endroit pour écrire, Tu peux en faire partout Oui, bien sûr. Alors, je pouvais plus le faire partout avant que maintenant. Mais je veux dire, avant, je parvenais encore à travailler dans les trains ou dans les avions. Maintenant, j'ai plus envie, en fait. Ça ne marche plus trop à ce moment-là. Ça m'est déjà arrivé encore récemment d'écrire 2-3 pages. Donc, de passer de mon brouillon à l'ordi dans le TGV pour aller à Paris, parce que j'étais fort en retard. Il fallait absolument que j'envoie ces pages. Donc oui, je peux le faire. Je peux travailler même dans les trains, même dans les avions, dans les chambres d'hôtel, chez des gens. Donc je peux aller je travaille parfois avec des co-scénaristes, donc avec Pierre-Paul Renders pour Alter Ego, ou avec Émilie Alibert pour Le Roi Louvre, par exemple. Je peux aller chez eux et je peux travailler chez eux. Et eux peuvent venir à la maison, ils peuvent travailler ici. Donc c'est un métier agréable, bon, mais voilà, mais ça... il faut bosser, quoi, aussi. Il faut pas... Ça demande une autodiscipline, quoi, du coup. C'est ça le plus dur. Plus que la position ou l'attitude derrière le bureau. C'est surtout l'autodiscipline. D'ailleurs, au vu de ta bibliographie, c'est vrai qu'on peut se dire que tu travailles beaucoup, énormément. Je ne sais pas si c'est réel, ce qu'on peut s'imaginer en regardant ta bibliographie, et toi, en pratique. C'est difficile à dire, mais je sais que Jean Van Damme a dit cette phrase un jour, on se lève le matin et on a des tas de trucs à faire, et à la fin de la journée, si on écrit une page, on est content. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si on écrit une page par jour, on en a fait 350 sur l'année, et donc si on divise par des albums de 50 planches, on a fait nos 6 albums. Et donc voilà. Et alors, c'est vrai qu'une page par jour, ça peut arriver qu'on reste 3 jours sans écrire de page, parce qu'on est bloqué. Parce que comment je fais, combien de cases je mets, et on n'est pas... moi, en tout cas, c'est des questions que je me pose, donc je veux être certain de ce que je fais. Et donc, ça peut m'arriver de me dire, j'ai mon synopsis, je sais où je vais et pourquoi je vais là, mais si je dois le traduire en cases, j'y arrive plus. Enfin, je n'arrive pas à trouver le bon arrangement entre le gros plan, le plan moyen, le plan général, le machin. Voilà. J'arrive pas à trouver la bonne alchimie. Je suis coincé dans ma grammaire, quoi. Donc oui, ça peut arriver pour qu'on ait comme ça. Et puis il y a d'autres moments, voilà, comme ce scénario pour Aude Samama, le dernier que j'ai fait pour elle, c'était en 3 semaines, j'avais torché les 90 pages, quoi. Donc oui, c'était un peu plus qu'une page par jour, quoi. Ça fait ça. Je sais qu'il y a un scénario entre le moment où j'ai écrit le synopsis et le moment où l'album est sorti. Il s'est passé 15 ans.
Alors que j'ai pas arrêté de bosser dessus ou de le proposer à un dessinateur. Puis si finalement ça ne sait, le gars a dessiné 15 planches, puis il a disparu au Japon, sans laisser d'adresse. Ah oui. Et donc voilà, puis je l'ai reproposé à quelqu'un, et puis j'ai attendu, et puis après j'ai rencontré... et puis finalement, ben, ce scénario-là, c'est La femme accident avec Olivier Grenson. Mais donc là, c'est un très bon exemple. Je l'avais écrit d'abord j'avais écrit l'histoire, et puis après je l'avais placé en Bretagne pour un dessinateur qui était breton et qui voulait absolument dessiner sa Bretagne natale et tout ça. Donc voilà. Donc j'ai écrit un découpage, j'ai écrit les 30 premières pages. Je savais qu'il y en avait 140 à faire, mais j'ai écrit les 30 premières pages. Lui dessine les 15 premières. Tout va bien. Et on les envoie chez Casterman, quoi. Et puis le gars disparaît et Casterman dit qu'il veut le faire, mais le gars a disparu. Donc moi je réponds que j'ai pas de nouvelles, je sais pas le dessinateur et tout, et puis voilà, c'est tombé à l'eau comme ça. Et c'est plus tard, en discutant avec Olivier Grenson, que je lui pitch l'histoire, qui me dit mais j'ai envie de la faire absolument, mais il faut que ce soit à Charleroi, en Belgique. Ok. Et donc je réécris tout en fait. L'histoire est la même, mais le contexte et tout, le personnage, forcément, tout est différent. Donc je réécris, je redécoupe toutes les pages. Et finalement, on est 15 ans plus tard quand l'album sort, quoi. Voilà, ça arrive. Et d'un autre côté, j'ai fait pour Aude sa maman l'adaptation de 3 fois des l'aube. Et là, je l'ai écrit en 3 semaines. Et il y avait une centaine de pages. Et j'ai mis 3 semaines pour écrire ça. J'étais tellement habité par le sujet que ça sortait tout seul. Voilà, c'est les 2 extrêmes. Ça, c'est les deux. C'est les 2 extrêmes. Et tu es toujours sur plusieurs scénarios en même temps, ou quand tu travailles, c'est seulement sur un seul? Ouais, je suis un peu un jongleur d'assiettes, comme on dit. Mais ça, beaucoup de scénaristes sont comme ça. Alors, j'ai une question qui remonte un peu dans le passé. Je me demandais comment toi, tu as appris à faire du scénario. Est-ce que tu as eu des lectures, des conseils de scénaristes, ou comment tu t'en es sorti pour trouver ta manière d'écrire du scénario? Ben, en fait, au départ, j'étais dessinateur. C'est-à-dire que quand à partir du moment où j'avais 12 ans, j'ai dessiné des bandes dessinées où je racontais mes propres histoires. Et puis quand j'étais à l'école, quand j'avais 15-16 ans, ben, j'ai commencé à faire des petits journaux de lycée. J'ai fait des petits journaux de quartier, on va dire, où je faisais parfois juste le dessin de la couverture, ou parfois je faisais juste des crobards pour illustrer tel article ou tel propos, ou je faisais des petites bandes dessinées avec les potes. Je sais que sur le temps de midi au lycée, c'est ce que je faisais. Au lieu d'aller en cours de récréation, on était 2-3 et on allait dans une classe avec un prof qui était un prof de dessin bénévole, et on faisait des petites bandes dessinées. Et c'est là que j'ai commencé à écrire des histoires pour les autres. C'est-à-dire que moi, j'avais plein d'idées. Donc j'avais une idée pour moi, et puis je leur faisais des idées à eux. Comme ça, on dessinait tous nos pages de BD, mais c'était moi qui avais fait tous les scénarios. Voilà. Et en fait, à un moment donné, je me suis rendu compte que j'avais des dizaines de premières pages d'histoire, ou premières pages et demie, ou peut-être même 3 pages d'histoire. Et que j'arrête. En fait, ce qui se passe, c'est que j'arrêtais, parce qu'en fait, dessiner, c'est quelque chose de... Il faut beaucoup de patience, c'est assez contraignant, ça prend du temps. Tomber des planches. Donc au bout de 3 semaines à un mois, j'avais envie de raconter une autre histoire qui me paraissait mieux. Donc j'ai abandonné mon projet, je faisais... Et donc en fait, je ne progressais plus dans le dessin, du coup. Je changeais de style, je cherchais des trucs, mais à partir du moment où je n'avais pas cette assuétude de travailler mon dessin, moi en fait, j'écrivais chaque fois de nouvelles histoires. Donc à un moment donné, je me suis dit... Bon, ben voilà, je ne suis pas dessinateur. Et puis, j'ai rencontré des gens qui dessinaient mieux que moi, et j'étais tout content de pouvoir leur écrire des histoires à eux. Et puis, finalement, un peu par hasard, c'est Éric Maltête, je crois, qui m'a amené à faire mon premier scénario parce il fallait boucher un trou dans le journal de Spirou, et
Et du coup, voilà, j'ai écrit une histoire courte d'une dizaine de pages et c'est paru. Et puis, ça a été le début de quelque chose. Mais Tu n'avais pas l'intention précise de faire du scénario de non, bande je dessinée me voyais plutôt comme un scénariste du dimanche ou un dessinateur du dimanche. Donc, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Donc, j'ai été soi-disant faire le journalisme à l'université. Mais du coup, je suis tombé en amour de la sociologie. Donc, j'ai dit, non, je vais faire sociologue, on verra bien. Puis, de toute façon, sociologue, je peux toujours être journaliste politique ou journaliste social ou des choses comme ça. Donc, moi, l'écriture, journalisme, écriture, c'était là, mais pas nécessairement de bande dessinée, de scénario. Enfin, je me sentais pas légitime, ou en tout cas, c'était pas une passion dévorante, c'était vraiment pas ça. Mais voilà, et donc j'ai quand même renoncé à plein de trucs finalement pour faire de la bande dessinée. Donc c'est que inconsciemment, c'est ça que je voulais faire. L'écriture est aussi vitale pour moi que de respirer. Je ne peux pas vivre sans écrire, je ne peux pas vivre sans créer des histoires. À la limite, même dans ma tête, quoi. On me mettrait dans une prison, j'écrirais des histoires dans ma tête, même s'il n'y a pas de public. Mais parce que je pense que je me suis construit comme ça depuis l'enfance. Voilà. Fabien Wellman, scénariste entre autres des séries Seul et Le Grand Atlas. Et comment tu as appris l'écriture ? Juste en le faisant, ou bien tu as eu des ressources qui t'ont aidé dans ce cheminement ? Et bien du coup, quand j'ai identifié que l'écriture allait être pour moi vraiment importante, j'ai été pris d'une sorte de boulimie d'apprentissage, parce que je suis quelqu'un de très intellectuel, de très anxieux, donc je suis vraiment le type de caractère qui va beaucoup potasser la littérature sur un sujet. C'est-à-dire que je ne suis pas du style... Enfin, si, là j'ai fait les deux, j'ai écrit en même temps, mais j'adore, dans tout ce que je fais, j'adore tout préparer en lisant d'abord. C'est vraiment un truc d'un télo, quoi. Si on y revient, j'ai changé un peu là-dessus. Maintenant, j'y mets un petit peu plus d'instinct et un petit peu plus de lâcher prise. Mais ça me rassurait beaucoup et mon caractère fait que je suis rassuré quand je lis. Donc, j'ai lu les grands livres classiques sur la question. Je peux en citer 2 ou 3, dont La dramaturgie, par exemple, de Yves Lavandier, qui est un livre très connu, plutôt dans le milieu du cinéma. Je remets dans le contexte en précisant que, donc là je parle de 96, 97, 98, il y avait, par exemple, je ne connaissais pas d'école de scénario. Je savais qu'on pouvait apprendre le scénario plutôt dans des écoles de cinéma. Maintenant, je pense qu'il y a peut-être quelques cours de scénario dans des écoles de bande dessinée, mais par exemple à l'époque, les écoles de bande dessinée se comptaient vraiment sur les doigts d'une petite main. Et pour tout dire, quand j'ai cherché des dessinateurs à un moment donné et que j'ai écrit à ces 2-3 écoles en disant est-ce que vous avez des dessinateurs, des jeunes dessinateurs qui cherchent un scénariste, j'ai pas eu de réponse, quoi. Donc c'était un tout petit milieu. Il y a aussi que un jeune scénariste que personne connaît, je comprends qu'ils n'aient pas répondu, mais et donc en fait. C'est par le cinéma que j'ai appris. Il y avait très peu de bouquins, disons, conceptuels sur la bande dessinée. Je crois que c'est un peu après qu'a dû être traduit L'Art invisible de Scott McCloud. Mais enfin, cela dit, j'ai dû le découvrir peu de temps après. Alors ça, c'était fantastique, quoi. Ce bouquin, je ne peux que le recommander aux gens qui aiment la BD. C'est une bible de la bande dessinée. C'est lui qui évoque le terme d'art séquentiel pour parler de la bande dessinée. En tout cas, c'est un des premiers à avoir employé ce mot et je trouve que ça dit beaucoup de choses. Donc sinon, la dramaturgie de Yves Lavandier. Sinon, j'ai dû lire Story de McKee, qui est un peu une des bibles américaines, avec toutes les précautions qu'il faut avoir par rapport à des bouquins comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, ça permet de connaître la grammaire de la dramaturgie, c'est-à-dire quelles sont les grandes règles à avoir en tête quand on raconte une histoire. Et c'est quand même intéressant de voir que tout ça se construit, que ça vient pas du ciel. Ce qui est contre-intuitif à certains égards, parce que raconter une histoire, tout le monde est capable de le faire. Par exemple, les gens ont une vraie fascination pour le dessin. Il y a plein de gens qui disent « Ah là là, mais moi je sais pas du tout dessiner ». Parce que souvent, ils ont eu dessiné enfant et puis ils ont abandonné en cours de route. Donc ils n'ont pas développé ce talent qu'on a tous plus ou moins, quoi.
Par contre, raconter une histoire, et y compris pour moi à l'époque, ça me paraissait facile, quoi. C'est pour ça d'ailleurs je dis, je vais arrêter le dessin, parce que ça c'est dur. Par contre, écrire une histoire, je pense que c'est un peu à la portée du premier venu. Ce qui est vrai là-dedans, c'est que si on demande à n'importe qui de raconter sa journée d'hier, il le fera. Ça sera plus ou moins intéressant. C'est là que se joue la différence. Mais grosso modo, tout le monde est capable de raconter ce qui lui est arrivé la journée d'hier. Donc cette structure narrative, elle est innée. Enfin, innée, non. Elle est construite, elle est sociale, elle est culturelle, mais en tout cas, on l'a tous. Par contre, là où ça se corse, c'est que alors qu'on croit que c'est facile, on se rend compte que pour que ce soit intéressant, c'est un petit peu plus compliqué. Alors concernant mes entre guillemets journées type, on va dire que c'est semi-rigide ou semi-fluctuant selon le point de vue où on se met. C'est-à-dire que dans les choses plus ou moins rituelles et communes, au point où j'en suis maintenant, parce que ça a beaucoup changé dans le temps, je m'autorise à dormir ce que j'ai à dormir, alors qu'avant je me réveillais genre à 7h pour bosser à 8h30, parce que j'étais pétri de culpabilité à l'idée de faire un métier génial, et qu'il y ait des gens qui fassent des métiers très durs et qui devaient se lever à 4h du matin pour aller bosser. Et donc je me sentais une obligation morale à me lever en même temps que tout le monde, et presque une fierté. Et puis je bossais 8 heures par jour devant mon ordi, quoi. Et ça m'a flingué le dos, et ça m'a plongé dans des états proches du burn-out parfois. Parce qu'en fait, l'imaginaire ne fonctionne pas exactement comme ça, à mon sens, en tout cas pour moi. Donc maintenant que j'ai compris ça, que je suis pas obligé de souffrir pour que ça soit bien, je m'autorise à dormir ce que j'ai à dormir. Donc si la veille j'ai fait la fête, ça sera une grosse grasse mat. Si par contre je me suis couché tôt, je peux me lever tôt, c'est pas la question. Mais je me réveille quand je me réveille. C'est rarement au-delà de 8h, 8h30, 9h en fait. Ce qui est vraiment un luxe, hein, j'en suis conscient. Une fois ça posé, désormais, je me fixe à d'écrire un minima dans la journée 1 à 2 heures devant mon ordinateur, ce qui est très peu, mais en réalité ce qui peut être suffisant. Alors qu'au début, je me disais vraiment 8 heures devant l'ordi, quoi. Mais je reviens sur ce point, c'est vraiment pas bon du tout pour le corps, mais pas bon du tout. Et si le corps est flingué, on peut plus être devant l'ordinateur, et après, moi, j'arrive plus à écrire, quoi, parce que j'ai besoin d'être devant l'ordi, les dictaphones et compagnie, les trucs ne marchent pas avec moi, je ne sais pas m'en servir comme il le faut. À chaque fois que ça me prend une phrase et que ça me l'écrit, c'est jamais exactement comme je voulais que ça l'écrive, enfin, ça m'énerve, et j'ai pas réussi à passer le cap de dépasser l'outil technologique, qui doit être génial au demeurant. Donc j'ai besoin d'être devant l'ordi, et je crois en plus que c'est devenu un rituel, parce que l'ordinateur, moi j'ai assisté au début des ordinateurs personnels à la maison, d'abord par un Mac de mes parents, qui ressemblait à un vieux Minitel d'ailleurs, puis après pendant un temps un PC, à nouveau un Mac, et je crois qu'en fait quelque part ça fait partie désormais de mon rituel, d'être devant cet ordi, de me mettre à mon bureau. Bon, on parlait de rituel, j'aime bien avoir un grand café, parce que quand même c'est un petit booster. Et si j'écris 1 à 2 heures dans la journée, ma journée est gagnée, et des fois j'écris beaucoup plus. Mais c'est le minimum que je me donne, et si je n'arrive pas à plus, je me laisse porter par le reste de la journée. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'on est des fois, l'imaginaire est rétif, des fois ne vient pas, des fois on a envie, mais il y a les problèmes de la vie, des choses qui font que, un rendez-vous qui tombe à ce moment-là, le plombier qui... Et au début, ça me mettait dans des états, j'étais hors de moi, quoi. Je me disais, mais non, mais je dois écrire, donc que personne ne m'emmerde, quoi. Et en fait, j'en faisais toute une histoire. Alors que si je me dis, bon, allez, dans la journée, si à un moment ou un autre, j'ai écrit 1 heure, ma journée, elle est gagnée. Je reconnais que si j'écris pas du tout, je suis assez hors de moi. Mais si j'écris 1 heure, je me dis, demain, ça ira, quoi. Et le paradoxe de ça, contrairement à toutes mes idées de culpabilité judéo-chrétienne, c'est que des fois, 1 heure par jour, on avance, quoi. Et on avance vraiment très bien. Parce que cette heure, elle peut être extrêmement dense. Je peux vraiment, vraiment écrire. Alors que des fois, on peut rester 8 heures devant l'ordi et il n'y a rien de bon qui sort. Et puis, en fait, on se rend à peine compte qu'on va sur des sites à la con. Tiens, je vais revoir Instagram, je vais ceci, j'ai cela. Donc, cette idée d'avoir lâché prise sur la culpabilité et de n'écrire que 1 à 2 heures par jour m'a vraiment sauvé. Merci les sophrologues que j'ai côtoyés et compagnie. Si je me laisse emporter par le flot, je peux écrire 8 heures dans la journée. Mais s'il s'avère que 7h30, 2 heures, je sens que j'ai écrit ce que j'avais à écrire d'important, je vais m'autoriser le reste du temps à travailler autrement. Donc en fait, je continue à travailler, mais ce sera beaucoup plus libre. C'est ce que j'aime bien appeler du travail vacances, quoi. C'est-à-dire, en fait, je peux prendre des bouquins. Alors, c'est quand même des bouquins fléchés vers une direction. Souvent, c'est
Quoique, il y en a, c'est juste par curiosité intellectuelle, parce que j'adore lire des essais en particulier, philosophiques, sociologiques, politiques, enfin n'importe. Je lis beaucoup moins de fiction maintenant, parce que j'arrive plus en tant que personne qui crée de la fiction, j'ai beaucoup de mal à lire d'autres fictions sans penser travail, donc c'est compliqué. Mais j'adore lire des essais. Lire un essai pendant l'après-midi, par exemple, c'est du travail, mais pas un travail dont le résultat sera probant immédiatement. Ce qui me rassure avec mon heure et demie d'écriture du matin, c'est que quelque part, de manière très très idiote, hein, je vois que j'ai avancé de 1, 2, 3, 4 pages de scénario. C'est rassurant pour moi. Alors que même si je sais intellectuellement que de lire un essai sur, par exemple, l'effondrement climatique, c'est une de mes marottes, hélas, car je crois qu'on peut facilement me taxer de collapsologue. Oui, ça m'intéresse, oui, je sais que ça me nourrit, mais j'ai pas produit. Et comme je n'ai pas produit, je suis rattrapé par une vague culpabilité de me dire est-ce que je finirai quand même dans les temps, mes projets, de ceci, de cela. Donc c'est toujours une espèce de mise en balance entre une culpabilité ancienne, dont je sais qu'elle est là, que maintenant j'ai pris en tendresse, quoi, en me disant bon, je suis comme ça, quoi. Mais que je contrebalance par une espèce de fluidité dans ma façon de bosser. Et puis, à la fin, je regarde le résultat des courses et je constate que en travaillant un peu moins mais mieux, je suis plus productif, je suis plus heureux, j'ai moins mal au dos. Je bouge plus, parce que du coup, au bout de même des fois 1 heure d'écriture, je me lève, je vais faire des courses, je reviens, et puis je réécris 2 heures, parce que j'étais pas dans cette obligation de rester devant l'ordi. Et donc le corps va mieux. Je fais de la danse aussi, donc j'aime bien aller prendre des cours de danse. Donc le corps est plus présent. Et je le précise parce que c'est un truc qui n'est pas du tout intuitif, mais l'écriture est extrêmement énergivore. C'est-à-dire qu'en fait, quand on écrit, on dépense des calories, le corps est en tension. C'est ce que plein de gens qui ne sont pas longtemps devant un ordi ont du mal à comprendre. Je me rappelle d'une de mes grand-mères par alliance qui disait en gros, vous autres les feignasses qui êtes devant un ordinateur toute la journée, c'est quand même autre chose que nous dans les champs, quoi. Je caricature, elle n'était pas dans les champs elle-même, mais enfin, en gros, elle était dans une grande propriété, il y avait la moissonneuse-batteuse, c'était du boulot. Bon, c'est vrai, bien sûr. Sauf qu'elle disait elle-même que quand ce qu'elle appréhendait le plus dans l'année, c'est le moment où elle devait faire ses impôts, et qu'elle restait 3 jours devant ses papiers, elle disait, mais c'est horrible, je déteste être là-dedans. Alors bon, c'est horrible parce qu'on n'aime pas remplir ses impôts. Je parle pas de les payer, hein. Moi j'aime bien payer mes impôts, je suis très pro-impôts, mais c'est horrible d'être dans un truc qui nous cloue, quoi. Mais là, on essayait de lui faire comprendre, on disait, mais tu vois, mamie, ça contraint le corps, en fait. C'est pas la même chose que, je dis pas que c'est facile d'être mineur de fond ou d'être éboueur, parce que c'est des jobs super physiques, dans des conditions super dures, des fois dehors. Bien sûr, je me compare pas à ça. Mais à l'inverse, de dire que c'est juste une espèce de vue de l'esprit, on est devant l'ordi, bim, tout est fluide. Non, non, pas du tout. Et moi, ça, j'en avais pris conscience en lisant une interview de Simenon, qui avait l'air d'écrire de manière très concentrée et qui disait que quand il avait fait un roman, ça lui prenait 15 jours et il avait perdu 5 kilos. Et au début, je me dis, mais comment c'est possible? Et en fait, c'est possible parce qu'on se consume. C'est comme une bougie. Imaginons que la personne qui écrit, le cerveau, c'est la flamme et le corps, c'est la cire. Et ben, le cerveau, il est pas dans le vide, il est ancré dans un corps. Et ce corps, il puise dedans. Et réfléchir à haute intensité, ça consomme quelque chose dans le corps. Et moi, je pense que c'est pas pour rien que je suis une espèce de grand maigre pour toujours. Il n'y a pas que ça, c'est peut-être génétique aussi, mais je crois qu'il y a de ça aussi. Parce que je suis une espèce de grande bougie, quoi. Voilà. Et donc, d'apprendre ça, il m'a bien fallu mes 25 ans de boulot pour apprendre à gérer ça. Et encore maintenant, j'ai un petit regain de culpabilité qui ressort, mais grosso modo, je gère mieux le truc. Et ça, c'est pour donner l'idée d'ensemble par rapport à ta question sur les rituels et la façon de gérer ma journée. Alors la durée, c'est compliqué de donner vraiment un chiffre rond, mais on va dire qu'il y a peut-être une moyenne qui serait de dire que pour un 46 pages, si je parle de l'écriture à proprement parler, c'est-à-dire vraiment d'écrire page par page, dialogue par dialogue, en gros ça me prendra 2 mois. Ça peut aller jusqu'à 6, parce qu'en fait c'est pour te dire qu'il n'y a pas de règle absolue, il y a des scénarios plus compliqués que d'autres à mettre en place, et la pagination n'a pas toujours à voir avec ça. Des fois, le fait que ça fasse 46 pages, on pourrait dire c'est relativement court, mais c'est d'autant plus compliqué d'écrire un scénario. Là où parfois, un 70 pages va être plus rapide à écrire parce que tu as plus de place, donc tu te prends moins la tête. Donc, allez, entre 2 mois et 6 mois
pour un scénario de 46 à 70 pages. C'est très vague, hein, mais parce que de fait, c'est difficile de tirer une moyenne. Il a dû m'arriver de pouvoir faire une sorte de sprint et d'écrire un truc en 3 semaines. Mais alors, qu'est-ce qui fait que c'est plus ou moins long ? C'est vraiment ce qui prend du temps, c'est d'être sûr de ce qu'on veut écrire. Ce qu'on appelle en fait le spectre de la page blanche, en tout cas dans mon cas. C'est pas de me retrouver à pas savoir quoi écrire du tout, parce qu'en fait, des idées, j'en ai toujours. C'est la peur d'écrire de la merde. C'est-à-dire que et donc t'es arrêté parce que tu dis oui, mais ça, ma scène, elle a pas d'intérêt. Oui, je pourrais l'écrire, mais elle a aucun intérêt. Il manque un truc, quoi. Et ce truc, c'est des fois très long de mettre le doigt dessus. Qu'est-ce qui manque, quoi ? Pourquoi un truc ne va pas ? Des fois, malheureusement, même après la publication du livre, on en est encore à ce truc, à se dire pourquoi j'ai pas trouvé l'espèce de juste, le ton juste, la musique de cet album, sa petite patte, quoi. Et des fois, ça fait que, par contre, on est très sûr de soi, les 2-3 semaines, on va dire, ça serait vraiment, je pense, le temps incompressible d'écriture des pages au sens physique, quoi. Je n'arrive pas à écrire plus vite que ça. Mais je pense qu'en 15 jours, 3 semaines, quand je suis absolument sûr de ce que je veux écrire, c'est faisable de faire 46 pages. C'est pas forcément mieux de faire comme ça, mais c'est possible. Après, la plupart du temps, 2 semaines, je trouve ça, 2 mois, je trouve ça déjà plus normal, et puis 3-4 mois aussi, parce que c'est le moment où tu peux t'arrêter vraiment, laisser mûrir une idée, te dire est-ce que là je suis sûr de moi. Bon. Je précise que dans ce temps d'écriture, c'est toujours très important pour moi d'avoir un rapport à la fois très concret, genre j'écris, et puis des fois très conceptuel, et de faire un aller-retour entre ces deux facettes. Une image que j'aime bien employer, là je vais faire un petit aparté, j'aime beaucoup, il y a un dialogue de Audiard dans un de ses vieux films des années 50, je sais plus lequel, où il dit « un con qui marche va plus loin qu'un intello assis ». Cette phrase me faisait beaucoup rire, parce que je me dis « bah oui, c'est vrai ». Et donc c'était un peu une manière de dire les intellos, des fois ils nous gaffent, quoi. Et puis moi qui suis un intello, il y a quand même une partie de moi qui me disait mais il y a quand même un truc qui me gêne là-dedans, la phrase est trop bien, elle est trop drôle et vraie à certains égards. Et donc j'ai fini par la compléter, au bout d'un moment je dis bah oui, il va plus loin, mais ça se trouve il se trompe de direction. Donc qu'est-ce que je peux tirer de cette phrase et pourquoi elle m'a parlé ? C'est qu'il y a quand même une vérité dans le fait que des fois, il faut être un peu un con qui marche. Et l'équivalent pour ça, de quelqu'un qui écrit, c'est que des fois il faut écrire. C'est-à-dire que je suis pas trop sûr d'où je vais. Ma partie intello est en train encore de lire des bouquins, de chercher des informations, elle est penchée sur la carte. Mais des fois, ça vaut la peine que le con qui marche se lève de sa chaise, aille de l'autre côté de la colline. Je vais filer ma métaphore. Imaginons que l'intello a dit on va monter cet Everest là, qui est devant nous, on va passer la colline, il y a un pont, on va passer le fleuve, ensuite on va passer par le versant ouest, qui est mieux. Le con qui marche, il passe la colline, et il voit que le pont est détruit. Et il revient et dit pas de bol, le pont est détruit. Ah, ok. L'intello change son plan. Et ben l'écriture c'est ça pour moi. C'est que qu'est-ce que j'appelle le pont détruit ? C'est que on commence à écrire la scène et puis il y a un truc qui marche pas, quoi. Et ça c'est très viscéral. On se dit je sais pas, elle marche pas la scène. Conceptuellement j'étais censé dire ça. Ben, j'ai tout mis dans le chaudron, j'ai tout tenté de faire, ça marche pas. Donc le con qui marche, il a écrit, il revient, il dit ça marche pas. Ben, l'intello il s'adapte, il dit cette voie elle est pas possible. Plan B, je sors ma carte, je tente un autre plan, vas-y maintenant. Et donc ça n'est qu'un dialogue entre les deux. Le con qui marche et l'intello assis. Et je me suis rendu compte qu'il y a des fois, c'est pas la peine que j'ai trouvé l'idée géniale, c'est que je dois me mettre devant mon ordi, je vais tenter vraiment de me coltiner la scène, de l'écrire de plein de manières différentes. Exemple type, je vais arriver avec une espèce de cartographie en disant j'aimerais bien que dans cette scène de dialogue, je mette ces 3 informations qui sont pour moi assez importantes. Et je tente le truc, et après avoir tourné dans tous les sens le dialogue, je n'arrive à mettre que 2 informations sur 3, et déjà c'est un peu too much, dans le sens ça fait quand même très verbeux. Mais 2 passent encore. Puis la 3e, il n'y a rien à faire, je trouve que ça sonne faux. Ça fait vraiment tomber du ciel. Ah, et au fait, j'ai oublié de dire, l'assassin était Miss Marple, quoi. Et ben, ok, je l'ai écrite, je sais maintenant que je peux pas faire mieux. Ça c'est mon côté con qui marche. Je reviens en parler avec ma partie intellectuelle qui va dire bon, alors ça veut dire que la 3e info, attends, on va essayer de trouver un autre endroit où la mettre, quoi. Ou on va l'oublier. Il faut peut-être être prêt à faire un deuil. On peut pas tout mettre dans l'espèce de vision fantasmée de mon voyage dans l'Everest. Je pensais que tout se passerait bien et qu'on ferait ça. Et puis, comme un voyage, on le sait bien, un voyage entre ce qu'on a prévu avant et puis ce qui se passe vraiment, y a plein de petites surprises, quoi. A fortiori pour une série au long cours comme Seul, dans les petites surprises, il y a les réactions des lecteurs.
Si les lecteurs adorent un personnage alors que c'était pas prévu, on va peut-être pas faire abstraction du fait qu'ils adorent un personnage, il vaut mieux l'utiliser. Donc ça, c'est le fait d'avancer, de découvrir et tout. Et bon, une métaphore aussi qui est très connue, hein, c'est de dire que le voyage est plus intéressant que la destination. Je préfère être surpris par l'écriture et de voir que le livre se transforme et devient autre chose, plutôt que de me dire il faut à tout prix que ça ressemble à la destination que je m'étais donnée. Non, faut improviser, il faut se laisser porter, il faut s'amuser, quoi. Voilà. Et donc, dans ce rapport d'écriture, il y a aussi ça qui entre en jeu. Alors, je ne sais plus du tout pourquoi j'étais allé dans cette direction-là. Ah oui, j'avais commencé sur combien de temps ça te prenait. Voilà. Et donc, la question du temps est intimement liée à cette notion d'improvisation. Parce que plus je m'autorise à improviser, plus ça va me prendre de temps. Ceci étant dit, on est dans un monde qui n'est pas le monde des bisounours. On a des deadlines. Donc, la difficulté, elle peut être de prévoir ce temps suffisamment en amont pour justement ne pas être sous pression et me permettre, si à un moment donné je sens que je dois laisser mûrir une idée, et ça sera mieux peut-être, parce que le temps est mon allié dans ces cas-là. L'inconscient va jouer si je peux dormir sur une idée 3-4 nuits de suite, et puis bim, une idée vient, quoi, parce que l'inconscient fonctionne beaucoup comme ça. Donc l'idéal, si j'ai un rendu, imaginons le 5 mars, c'est quand même que j'ai prévu plus que 2-3 mois de délai pour avoir le temps que si ça prend 6 mois, ça prend 6 mois. Donc, et c'est là que je reviens aussi sur une autre partie de ta question, je suis souvent en train de bosser sur 3-4 projets en même temps, mais pas avec la même intensité. Souvent, ce qui se passe, c'est qu'il y en a un qui est un peu mon projet phare du moment. C'est celui sur lequel j'écris le matin, pour revenir un peu à mes rituels. Si je dois écrire 2 à 3 heures le matin, c'est souvent sur un seul projet. Et là, je me concentre dessus, et dès qu'il y a un blocage, j'abandonne, et j'y reviendrai plus tard. Et éventuellement, je vais lire des bouquins qui vont m'aider à débloquer mon problème, ou qui sont des bouquins qui vont parler d'un autre projet, et je change complètement d'univers, et ça me fait beaucoup de bien. Parce que ça veut dire que je laisse mon esprit en jachère sur le problème qui me pose question. Je pense complètement à autre chose, donc je laisse l'inconscient faire son job, comme la nature fait son job l'hiver, sans qu'on voit rien à la surface. L'inconscient fonctionne comme ça. Et puis un nouveau printemps va arriver, où plein d'idées vont revenir sur le problème qui se posait. Mais tu ne peux pas complètement imposer à l'inconscient que l'hiver fasse 2 jours. Des fois, l'inconscient, il va lui falloir 3 mois pour débloquer un truc. Et là, on est dans quelque chose qui est un peu du jonglage, quoi, parce que je dois quand même rendre mon scénario. Il y a des fois, en plus, un truc va mal se passer, on va perdre du temps, enfin, il y a les accidents de la vie, donc tu es toujours en train de jongler, quoi. Mais fondamentalement, grosso modo, il faut que si c'était le 5 mars, je rende mon scénario. Bah, des fois, je dis au dessinateur, écoute, pour une fois, tu l'auras pas en entier, mais je vais juste te donner 10 pages et fais-moi confiance. Mais la plupart du temps, je préfère que le dessinateur ait tout, parce que quand il a tout, il peut prévoir si par exemple tel personnage revient 5 fois, bon ben je vais le travailler différemment que si c'est un pauvre figurant, quoi. Si tu sens qu'à un moment donné il vaut mieux que tu changes de projet, j'essaie de le respecter. C'est un peu comme je le disais au début, je lutte contre une culpabilité qui consiste à dire tu devrais travailler sur ton dossier du moment, ton rendu est dans 15 jours, c'est pas bien. Bah, des fois, il faut arriver à dire à son cerveau, oui, c'est peut-être pas bien dans l'absolu, mais là, en ce moment, tu as envie d'écrire sur un autre truc, respecte ça, quoi. Et essayer d'utiliser le mieux de cette espèce de jeu et de plaisir que devrait rester la créativité. D'essayer de renouer avec ce côté très, très enfantin, de curiosité, d'envie, de passer d'un sujet à un autre. Tu étais en train de bosser sur de l'histoire géo, et puis bim, d'un seul coup, en fait, tu as envie de faire un bricolage avec du bois. Un enfant est comme ça. Et quand on arrive à respecter ça chez l'enfant, souvent il se déploie beaucoup mieux que quand on lui dit là, bim, c'est l'heure histoire géo. Ensuite, bim, l'heure maths. Ensuite, bim, c'est la sortie. Maintenant, c'est du sport. Les gamins, les pauvres, je me rappelle très bien ce que ça me faisait. C'est carcéral pour le coup. Malheureusement, je trouve que l'éducation est un peu carcérale, quoi. Et quand on peut laisser un petit peu place à cette envie, au jeu, et ça ne veut pas dire que je travaille pas, là encore je bosse, mais plus tu laisses de place à cette joie, dans la vie en général, je trouve quand même mieux tu te portes, quoi.
Un scénario qui va demander beaucoup de documentation, ça va être au minimum 3 ans. Je viens de terminer un scénario sur le travail d'Yves Saint-Laurent, ça m'a pris 7 ans. L'odeur des garçons affamés, c'était 6 ans. Louis Fang, scénariste entre autres des bandes dessinées L'odeur des garçons affamés et Smoking, la révolution Yves Saint-Laurent. Blackout, c'est entre le moment où on en a parlé et la fin, c'était 10 ans. Donc oui, ça peut prendre du temps. Prestige l'uniforme, c'était 10 jours. Je l'ai écrit en 10 jours. Ah oui, donc très différent. Oui. Mais j'avais beaucoup réfléchi avant, mais comme je pense que les choses étaient extrêmement claires et ça a filé. Mais ça m'arrive très très rarement, ce genre de choses. Tu es toujours sur plusieurs projets en même temps. Oui. Un roman, une bande dessinée. Donc tu n'as pas de problème à te mettre dans un état particulier pour chaque projet, pour en rentrer et en sortir? Non, maintenant non. Avant oui, je pouvais tourner pas mal en rond avant même d'attaquer un truc. Je pouvais passer mais pratiquement des heures pour arriver à m'y mettre. C'est vraiment comme rentrer dans l'eau froide dans une piscine. On y va par palier, on n'ose pas trop. Mais maintenant, j'y vais direct parce que je sais que j'ai beaucoup d'envie, mais le temps est limité. Le temps est toujours limité. Donc là, je n'ai plus d'appréhension où je développe mes trucs, mes rituels pour déclencher la mise en marche de l'écriture. Tout le matin, je me réveille en écoutant un podcast, en écoutant une émission que j'aime. J'adore écouter Le Masque et la Plume le lundi matin. Sinon, j'écoute l'émission de Richard Guettet, Bookmakers, L'art et la matière de Jean Deloisy sur France Culture, Par les temps qui courent, j'aime beaucoup. Enfin, il y a plusieurs émissions aussi. Si je dois faire des recherches sur un sujet particulier, je fais des recherches d'émissions radio là-dessus. Je sais pas, j'ai écouté des épisodes sur Nikola Tesla, sur Andy Warhol, sur des interviews. Enfin voilà, j'écoute ça en faisant ma toilette, mon petit déjeuner. Je me prépare là-dedans et déjà ça me met dans une certaine concentration. Ensuite, je m'habille. Même si je ne sors pas, je ne reste pas en pyjama. Je m'habille. Je fais mon lit, c'est très important, parce que mon bureau est dans ma chambre et il faut que le lit soit fait derrière moi. Même si parfois, pour réfléchir, je vais m'allonger. C'est plus facile des fois je ne sais pas si on appelle ça la méditation, mais en tout cas de m'allonger, de laisser les choses couler. Je me fais un thé, je me mets à mon bureau. À ce moment-là, mon chat attend qu'on se mette à travailler, parce que mon chat travaille avec moi, c'est-à-dire qu'il me tient compagnie, il est sur mes genoux ou sur mon bureau, il ronronne, et ça m'aide beaucoup. En fait, tout ça fait que c'est comme un entonnoir qui fait que j'arrive au moment où je dois écrire, et je suis prête. Et tu écris à des horaires particulières aussi, toute la journée? Toute la journée, après je fais des pauses pour déjeuner, évidemment. Je dois faire des pauses pour m'aérer, sortir, marcher, faire des courses, jouer du piano, tricoter, bouquiner. C'est pas d'écriture en continu, faire mes mails, enfin tout est fragmenté, mais dans l'écriture, ça peut être des traversées de plusieurs heures, sur un scénario, sur du roman. Là, j'ai besoin de plonger. Et j'ai besoin d'être dans ma bulle et de me sentir que j'ai un horizon devant moi. Il n'y aura pas de rendez-vous, il n'y aura pas de... Je coupe mon téléphone, je ne vais pas regarder mes mails. Là, il faut vraiment que je sois complètement isolée. Je donne rarement des rendez-vous l'après-midi, parce que je sais que même le matin, ça va me déconcentrer. De savoir que j'ai un truc l'après-midi, ça me donne une limite, et ce sera comme un caillou dans ma chaussure, donc je vais pas pouvoir bien... Donc les rendez-vous, en général, je les fais le matin, pour me dire qu'après, j'ai l'après-midi,
pour travailler. Tu as été curatrice d'une exposition à Angoulême l'année dernière qui s'appelle Écrire est un métier, donc l'année dernière en 2022, où tu as fait appel à 32 scénaristes qui ont dévoilé à toi un certain nombre d'archives et donc également leur méthode, leur manière de travailler. Est-ce que toi, en savoir plus sur le fonctionnement des autres en écriture, ça a eu beaucoup d'impact sur ton propre travail ? Oui, pour certains. C'est toujours intéressant de voir. Moi, j'adore regarder les autres travailler ou poser des questions sur comment les autres travaillent, parce que ça m'interroge sur ma propre méthodologie, que je remets en question régulièrement, que j'essaye de changer, et de voir et d'écouter les autres travailler. Je trouve ça super intéressant parce qu'il y a des choses que j'essaye d'appliquer à moi et les autres scénaristes. Ce que j'ai aimé découvrir chez eux, c'est ces rituels, justement. Il y en a pas mal qui écrivent dans leur lit. Moi, chose que je ne peux pas faire. J'ai besoin d'être assis. Et de faire le lit. Et de faire le lit. Exactement. Mais oui, il y en a beaucoup qui écrivent dans leur lit et ça me fascine. Olivier Apollodorus se répète ses dialogues quand il est à moto, à voix haute. Quand il est en vélo et les gens qui le croisent doivent le prendre pour un fou parce qu'il parle tout seul et je trouve ça génial comme méthode. Il y a beaucoup de différences sur les méthodologies, les horaires, les rythmes. Moi je suis je suis très très lente, je prends des années pour écrire un scénario et il y a des scénaristes qui peuvent faire ça en 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et qui peuvent être très efficaces et très calibrés et très... disons, ils peuvent dire qu'à telle date, ils ont fini ou finir à temps, alors que moi, il ne faut absolument pas qu'on me donne ce genre de limite. Ça me coupe tout de suite. C'est quand même un truc qui stérilise. Les limites, c'est moi qui dois me les fixer, pas les autres. Si on m'impose un truc, je ne peux pas. Et je vais faire l'anguille ou je vais détourner le truc et je vais faire de l'indiscipline pour... je peux pas. Pour en revenir aux autres scénaristes qui ont pu avoir de l'impact, je pense notamment à Pierre Christin, avec qui je travaille en ce moment. Lui, avant, il tapait ses scénarios à la machine à écrire. Et il disait que ce bruit de la machine, ce tac, 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 très, très tonitruant, lui faisait ressentir l'écriture comme un truc physique, un travail physique, et que ça donne un rythme, et il finit chaque journée épuisé parce que c'est comme s'il avait vraiment travaillé avec tout son corps. Mais ce martèlement des touches lui donne une énergie qui fait que pour lui, il faut qu'un scénario avance, c'est-à-dire que l'action, elle doit avancer, qu'une scène en appelle une autre, et que cette célérité, en fait, c'est une courroie d'entraînement, quoi. Et je pense souvent à ça, parce que c'est un peu le contraire de mon processus à moi, mais travaillant avec lui en ce moment, je pense que j'intègre un peu cette notion-là d'entraînement, sans arriver jusqu'à son efficacité à lui, parce que lui pouvait boucler un scénario en quelques semaines avec beaucoup d'efficacité. J'aurais jamais ça, c'est sûr. Mais en tout cas, cette notion d'entraînement et de la chose qui doit avancer, ça me parle.
Alors, dernière question. Alors, c'est sur la perception du métier de scénariste. Je ne sais pas si, par exemple, depuis tes débuts jusqu'à aujourd'hui, si tu as pu constater une évolution, que ce soit peut-être dans la reconnaissance du métier ou bien dans son exercice, peut-être simplement. Est-ce que tu dirais que ça a beaucoup évolué depuis tes débuts et si oui, de quelle manière ou non? On vient me chercher en limousine à l'aéroport. Non, en fait, ça n'évolue pas tellement, je pense, parce que le public, il s'en fout. Le public lit un album. Il retient à la limite un nom d'un personnage, mais pas le nom du dessinateur ni du scénariste. Jean-Luc Cornette, scénariste entre autres des bandes dessinées Audrey Hepburn et Mickey et les Mille Pattes. Par contre, quand il va en dédicace, en festival, il a envie d'un dessin. Et donc, moi encore, je suis très souvent pas invité à Angoulême ou dans des grands festivals parce que je suis scénariste. Là, c'était entre deux pandémies, j'ai sorti un album de Mickey chez Glénat, quand même une sortie importante. Et il faisait la sortie au festival de Saint-Malo. Et ils ont invité que le dessinateur et pas moi. La sortie du bouquin, et aussi, c'est moi qui ai porté tout le truc depuis le début. Je suis le seul qui ne suis pas invité, quoi. Donc ça bouge pas tellement. Parce que moi, me faire venir, ça veut dire payer des trajets, de la bouffe, un hôtel, pour des dédicaces qui n'intéressent pas vraiment les lecteurs savent pas qu'en dédicace je dessine, mais je dessine dans tous les albums, donc mais ils veulent surtout un dessin du dessinateur. Et donc ça évolue pas trop. Bon, à part ça, oui, je me sens pas non plus pestiféré, ça va, pas non plus perturber ma vie de pas aller à tous les festivals, mais c'est vrai que sur la sortie d'un bouquin dans un gros festival sympa. Symboliquement, oui, il y a quelque chose. De toute façon, en Belgique, la bande dessinée est très respectée, quoi. En France, c'est plus marginal. Enfin, il y a beaucoup plus d'auteurs en France qu'en Belgique, mais la Belgique est tellement baignée dedans depuis Tintin et Spirou que je crois que tout le monde a dans son entourage quelqu'un qui fait de la BD et connaît quelqu'un. Alors qu'en France, c'est plus compliqué. Je pense qu'il y a eu un double mouvement. D'une part, effectivement, le médium bande dessinée a été perçu de plus en plus différemment et a été pris de plus en plus au sérieux quand même, grosso modo, par les médias. Fabien Wellman, scénariste entre autres des séries Seul et Le Grand Atlas. Alors c'est vrai que si on voit par exemple l'engouement du Festival de Cannes versus l'engouement du Festival d'Angoulême, on constate quand même qu'il y a encore des préférences médiatiques qui vont plus vers le cinéma, la musique, la grande littérature, dite littérature blanche. Il y a quand même un peu un côté le Goncourt, quoi, par exemple. Donc on voit l'affolement des médias autour du Goncourt, on n'a quand même pas grand-chose à voir avec l'affolement autour du Grand Prix d'Angoulême. Une fois ça posé, moi j'aime bien que ça reste un domaine un petit peu de côté, parce que si c'était trop valorisé, je crois que ça me ferait un peu chier. J'aime bien qu'il y ait cette énergie un petit peu rock'n'roll ou un peu punk du fanzina, quoi, qui est quand même très proche de la bande dessinée, ce côté un peu, t'as une photocopieuse, un scan, bim, t'y vas. Ça c'est quand même assez joyeux et j'aimerais bien qu'on préserve ça. Donc, ceci étant dit, grâce à plein d'auteurs de talent, c'est rentré quand même, dont récemment Catherine Meurice, par exemple, accepté sous la coupole. Il y a un peu un côté, genre, c'est devenu, ça commence à être perçu comme un art majeur. Du côté du scénario, je dirais que ça reste quand même quelque chose qui est peu compris du grand public, c'est-à-dire que je ne compte pas le nombre de fois où on me dit « Ah oui, t'es scénariste, bah fais-moi un dessin ». Enfin, alors, il se trouve que je sais dessiner, donc je peux le faire. Mais donc, pour la plupart des gens, c'est le même métier, t'es auteur de BD. Et je comprends parfaitement. Je veux dire, moi, un physicien nucléaire me parle de ce qu'il fait, je vais lui poser des questions à côté de la plaque. Donc, c'est pas du tout gênant. Enfin, moi, j'ai pas de problème à dire « Non, mais je suis que scénariste, je fais que l'histoire. » Donc, parce que c'est pas intuitif. Donc, ça reste quand même quelque chose d'un petit peu... un peu brumeux pour pas mal de gens. Là, je parle du tout public, en fait. Après, bon, dans les médias, les gens savent mieux ce qu'est un scénariste, et qui plus est, les scénaristes... Alors, je précise un truc, c'est qu'on a une grande chance dans la BD,
c'est que les scénaristes sont relativement valorisés quand même dans le micro-milieu professionnel où on est, ce qui est par exemple beaucoup moins le cas dans le cinéma. De ce que j'en vois, pour connaître des gens qui sont dans le cinéma, le métier de scénariste de cinéma est quand même assez ingrat, parce que on pourra peut-être trouver 3 scénaristes, 4 qu'on va pouvoir citer, que le public va pouvoir citer, la plupart du temps personne ne les connaît, et ils sont parfois vus par l'industrie du cinéma comme des fournisseurs d'histoires, qu'on oublie à peine le scénario fini. Moi j'ai un tout petit peu fait de cinéma, c'est quand même, j'ai pas un grand rapport à ça, je connais mal, donc je parle plus de gens qui m'en ont parlé. Les gens qui représentent les scénaristes de cinéma ont l'air d'être parfois en souffrance, en disant on n'est pas reconnu, quoi. La culture française du cinéma, c'est le réalisateur ou la réalisatrice. C'est vraiment l'idée de qui est l'auteur avec un grand A ou l'autrice avec un grand A derrière l'œuvre avec un grand O. Ce côté un peu romantique que je trouve très français, de dire l'œuvre, l'auteur, le génie. Et en fait, on aime bien que le génie soit tout seul. Il y a une espèce de fantasme autour de ça. Alors même que s'il y a bien un truc qui n'est pas un métier solitaire, c'est le cinéma. Enfin, c'est ça qui est marrant, c'est que, alors que c'est vraiment des équipes monstrueuses. Alors peut-être c'est compliqué intellectuellement, on se dit il y a trop de gens, donc j'aimerais bien pouvoir dire que c'est le film de Tarantino. Mais prenons Tarantino, il y a des fois il écrit quand même avec des scénaristes, je pense. Je suis pas sûr, ceci étant dit, de la part de Tarantino. Prenons les frères Cohen, prenons Spielberg. Bon, allons citer un de leurs scénaristes, quoi. C'est rarissime. Donc on va toujours dire le film de Spielberg, le film des frères Cohen, etc. Souvent parce qu'ils ont un peu mis la main à la pâte dans le scénario, mais n'empêche qu'ils n'ont pas tout écrit. Donc dans le cinéma, c'est assez ingrat, tel que je le perçois. Dans la BD, le grand public s'en fout. Quand j'étais un enfant, je m'en foutais. Je veux dire, moi, que ce soit Goscinny ou Uderzo qui fait Astérix, je m'en fous, j'adore Astérix. Quand les enfants viennent me voir pour la série Seul, mon nom, ils s'en tapent. Ils viennent pour l'auteur de la série Seul. Ils savent pas trop si je suis le dessinateur ou le scénariste. Ils s'en foutent. On vient pour un rapport viscéral, passionnel à l'objet. C'est ça que j'adore d'ailleurs, moi, avec la jeunesse. C'est que quand on réussit et qu'on touche le public, c'est un public qui est extrêmement gratifiant, qui dit les choses de manière très claire. Quand ils n'aiment pas, ils n'aiment pas. C'est très dur aussi. Mais quand ils aiment, c'est génial. Et ils sont pas du tout dans un rapport justement de survalorisation de l'auteur. Et ce côté-là, je le trouve très sain. J'aime beaucoup ce côté-là. Et c'est ce qui fait que, par exemple, des attachés de presse qui ont bossé aussi dans la grande littérature blanche et qui bossent dans la bande dessinée, disent « Ouh là là, il n'y a rien à voir en termes d'ego. » On a des gros égos dans la BD, regarde, on en connaît. Et peut-être j'en fais partie. Mais ça n'a rien à voir avec les égos de la littérature blanche, qui d'un seul coup, on disait en gros, un type fait un livre, c'est l'auteur. Voilà. Et il paraît que c'est encore mieux dans la littérature jeunesse, où ils sont encore plus choupiques dans la BD, et encore moins à avoir le melon. Bref, autre sujet. Du coup, là, je t'ai emmené dans cette direction. Je trouve ça fascinant aussi. C'est compliqué. C'est une question compliquée parce que je pense qu'en termes de reconnaissance, on est toujours nulle part. Denis Lapierre, scénariste entre autres de la bande dessinée Le Fossoir et repreneur de la série Michel Vaillant. Parce que le métier même, et je pense par exemple à Angoulême, il méprise les scénaristes. Il y a un mépris des scénaristes à Angoulême. Parce qu'on vénère l'auteur complet. Ce qui est, je trouve, complètement stupide de leur part. Et c'est un peu comme ça dans certains milieux critiques. C'est qu'on ne vénère que les auteurs complets. Et comme si un dessinateur qui n'est pas scénariste, il lui manquait quelque chose pour dire qu'il est un grand auteur. Et idem pour un scénariste. Voilà. C'est assez... ça, c'est quelque chose qui a pas toujours existé, mais il y a toujours eu un espèce de mépris pour les scénaristes. Tout au début, ils ne pouvaient même pas signer les bouquins. Donc, on sait que Goscinny a écrit des Lucky Luke qui ne sont pas signés parce que l'éditeur ne voulait pas, le scénariste ne signait pas les albums. Donc il y a toujours une forme, alors le mépris est chaque fois différent, mais il y a toujours une forme de mépris, en tout cas dans la reconnaissance. Alors maintenant chez les éditeurs c'est fini, au contraire les éditeurs ils aiment bien les scénaristes, parce que c'est les bons scénaristes, pour eux ça les rassure. Mais par exemple dans les critiques et les prix qu'on peut donner dans les différents salons et tout, c'est extrêmement compliqué. Et je crois qu'il y a 1 ou 2 seuls prix du scénario. C'est vrai que j'en ai pas entendu parler. Alors il y a peut-être un prix du scénario, mais qu'on donne parfois à des auteurs complets et pas à des scénaristes. Et je crois qu'il y a un seul prix du scénariste
où là, on donne un prix. Il y en a un seul dans tout l'univers de la bande dessinée. C'est celui de Blois, je crois. Et où, une fois par an, il donne un prix à un scénariste. Mais c'est à peu près le seul. Donc, c'est vrai qu'il y a toujours une forme de... Parfois, on a l'impression qu'on a un mal nécessaire. Ouais. Donc ça change pas beaucoup, non. Ça n'a pas beaucoup évolué. Est-ce qu'il y a des dédicaces de scénaristes? Ça peut arriver? Alors oui, mais ça va. Alors bien sûr, moi je dédicace, ça m'arrive souvent, mais du coup je fais des petits dessins quand je suis, parce que comme ça je donne quelque chose. Je fais pas juste que signer, je fais des petits dessins. D'ailleurs, je suis pas le seul scénariste. Macchio, qui est devenu scénariste, dessine en dédicace. Franck Giroux dessinait aussi, faisait aussi des petits dessins. Fabien Vellman fait des petits dessins. Donc on essaye tous quand on est en dédicace de donner quelque chose à nos lecteurs. Mais peut-être aussi qu'à partir du moment où on est en train tout doucement de mettre en place une rémunération des auteurs en salon et en dédicace, on ne va plus avoir de scénaristes. Parce qu'on ne va pas payer un scénariste. Parce qu'un dessinateur fait venir à son stand plus de personnes et fait plus vendre d'albums qu'un scénariste. Donc, on va peut-être aller vers une pénurie de scénaristes en salon. On verra bien. Ouais. En fait, le dessinateur d'une BD, c'est un peu comme l'acteur d'un film. Je fais beaucoup d'analogies avec le cinéma en ce moment. Mais pour moi, c'est un peu ça. C'est-à-dire que c'est l'image première que les lecteurs en ont, et donc c'est normal qu'ils soient tirés, mais c'est logique. Ils font la plus grande part du boulot, c'est aussi qu'ils la font. Ils passent beaucoup de temps, ils passent des mois et des mois là-dessus. Donc c'est un peu tout ça est normal. Hein. Et donc c'est un peu logique que ce soit vers eux que le lecteur va en premier. Et donc à partir du moment où on est rémunéré pour ça, c'est clair que il y aura, je veux dire, dans le cinéma, on préfère mettre en avant les acteurs que les metteurs en scène pour ces raisons-là aussi, parce que les acteurs, ils attirent ils attirent les gens. Que le metteur en scène, on ne sait pas toujours qui c'est. Voilà, Ah oui, l'acteur, c'est attachant, c'est un visage. Voilà, mais le dessinateur, c'est son dessin. C'est attachant. On a envie d'un dessin, de ce dessin-là, quoi. Mais c'est normal, c'est très bien. Hein. Là, il n'y a pas de... Je ne fais qu'un constat, là, mais c'est logique. Hein. C'était le podcast La Planche. Musique par le groupe Le Noir, Garance Midi, Kevin MacLeod et Scott Buckley. Un immense merci à tous les auteurs et autrices pour leur patience et de m'avoir accordé de leur précieux temps. Un énorme merci au musée de la BD de Bruxelles d'avoir financé, suivi ce travail et d'avoir rendu tout cela possible. Des remerciements tout particuliers à Isabelle de Becker, Salva Di Bernardo, Laurent Lenoir, Thibaut Fontenoy, Tine Anthony, Marie Nif et Wivine Van Donade. Un immense merci à ma famille et à mes amis de m'avoir soutenu dans ce périple. Et un grand merci à vous, bien sûr, pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous aura plu. Au revoir. Comme à la fête foraine dans le grand vite, j'aime quand ça va vite, mais attention au départ, j'ai toujours peur du noir. Dans les autos tamponneuses, crier me rend heureuse. Sur scène, comme à la fête foraine dans le grand 8. J'aime quand ça va vite, mais attention au départ, j'ai toujours peur du noir. Dans les autos tamponneuses, crier me rend heureuse.